Et si le médicament le plus puissant que vous puissiez jamais utiliser se trouvait déjà dans votre cuisine, poussait dans votre jardin, ou était disponible dans chaque épicerie de la planète pour quelques dollars seulement? Et si les plantes que les humains utilisent pour se soigner depuis des milliers d'années n'étaient pas perdues, ni rares, ni enfermées dans un endroit reculé, mais se trouvaient juste devant vous, cachées à la vue de tous pendant que vous passez devant la pharmacie pour aller les chercher? Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 d'entre elles, des plantes qui soignent discrètement les gens depuis des millénaires. Restez avec moi, car le numéro 5 de cette liste a prouvé, lors de multiples essais contrôlés randomisés, qu'il réduisait la durée de la grippe. Et le numéro 10 est un ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même et qui tue plus de types de bactéries que la plupart des gens ne l'imaginent. Entrons dans le vif du sujet. La lavande est l'une des plantes les plus reconnaissables sur Terre, caractérisée par ses longs épis de fleurs violettes, ce parfum incomparable et ses champs vallonnés du sud de la France qui remplissent tous les magazines de voyage chaque été. La plupart des gens ne voient dans la lavande qu'un ingrédient de parfum ou une odeur de bougie. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la lavande s'appuie sur un corpus sérieux de recherche clinique en tant que véritable médicament contre l'anxiété et le sommeil. Lavandula angustifolia est utilisée depuis des siècles dans les cultures méditerranéennes pour calmer le système nerveux, améliorer la qualité du sommeil et soulager les maux de tête. Les soldats romains l'ajoutaient à l'eau de leur bain et les herboristes médiévaux la prescrivaient contre l'anxiété et la tension nerveuse. Pendant longtemps, la médecine moderne a rejeté tout cela comme étant un non-sens à l'odeur agréable. Puis les essais cliniques ont commencé à arriver. Une préparation standardisée d'huile de lavande par voie orale a maintenant été testée dans de multiples essais contrôlés, randomisés pour le trouble anxieux généralisé. Les résultats ont montré des réductions significatives de l'anxiété comparable, dans certaines études, aux médicaments anxiolytiques pharmaceutiques, mais sans les effets de dépendance et de sevrage que ces drogues entraînent. La recherche est suffisamment solide pour qu'une préparation d'huile de lavande soit réellement approuvée comme traitement de l'anxiété dans plusieurs pays européens. Le parfum inhalé a également des effets documentés. Des études montrent que l'aromathérapie à la lavande réduit de manière mesurable les niveaux de cortisol et améliore la qualité du sommeil, non seulement de manière subjective, mais aussi selon des marqueurs physiologiques mesurables. Les usages traditionnels comprenaient une infusion forte de lavande avant le coucher contre l'insomnie, de l'huile infusée à la lavande massée sur les tempes pour les maux de tête, et des sachets de fleurs séchées placés près de l'oreiller pour le sommeil. Ces pratiques n'étaient pas des superstitions, c'étaient des personnes exploitant un véritable effet pharmacologique que nous comprenons maintenant au niveau moléculaire. La lavande a été mise de côté en tant que médicament parce qu'elle a connu un tel succès en tant que parfum que son identité médicinale a été enterrée. Mais pour l'anxiété, les céphalées de tension et le mauvais sommeil, la lavande est l'une des options naturelles les plus étayées par la recherche. Ces champs violets attendaient patiemment que vous vous souveniez de leur utilité originelle. Le romarin se trouve dans le placard à épices de la plupart des gens en ce moment même. C'est cette herbe méditerranéenne ligneuse aux feuilles en forme d'aiguille et aux parfums vifs et résineux qui accompagne les pommes de terre rôties et l'agneau grillé. Il trône sur l'étagère entre d'autres herbes culinaires et personne ne le considère une seconde comme un médicament. Pourtant, Rosmarinus officinalis possède une histoire médicinale remontant à des milliers d'années et la recherche moderne en neurosciences lui accorde désormais une attention particulière pour des raisons qui vont bien au-delà de la saveur. Le romarin est associé à la mémoire et à la cognition depuis l'Antiquité. Les érudits grecs portèrent des guirlandes de romarin pendant leurs études, et l'expression « le romarin pour le souvenir » apparaît chez Shakespeare. Pendant la majeure partie de l'histoire documentée, ce lien entre le romarin et la clarté mentale était traité comme un symbolisme poétique. Il s'avère qu'il s'agissait d'une observation. Des études ont maintenant montré que le simple fait de se trouver dans une pièce où diffuse un arôme de romarin produit des améliorations mesurables de la vitesse et de la précision lors de tâches cognitives. Le composé 1,8-cinéol présent dans l'huile essentielle de romarin semble franchir la barrière hémato-encéphalique et inhiber une enzyme qui décompose l'acétylcholine,
l'un des principaux neurotransmetteurs impliqués dans la mémoire et l'apprentissage. C'est un véritable mécanisme pharmacologique, pas un placebo. Au-delà de la cognition, le romarin possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires documentées. L'acide rosmarinique, l'un de ses principaux composés actifs, a été étudié pour sa capacité à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Les usages traditionnels comprenaient l'infusion de romarin pour les maux de tête, la mauvaise circulation et les troubles digestifs. Le romarin est dans votre cuisine en ce moment même. La plupart des gens passent un devant chaque jour pour aller chercher autre chose. Mais pour la clarté mentale, le soutien de la mémoire et la protection antioxydante, cette humble herbe culinaire fait considérablement plus que d'améliorer le goût de votre poulet. La camomille est si familière et si associée au doux réconfort de grand-mère que la plupart des gens supposent qu'il s'agit principalement d'un placebo, une infusion au bon goût qui vous fait vous sentir bien avant de dormir. Ils la voient comme quelque chose de doux et d'inoffensif qui ne pourrait pas être un vrai médicament. Cette supposition est fausse. La Matricaria chamomilla, cette petite fleur semblable à une marguerite avec des pétales blancs et un cœur jaune qui est utilisée comme médicament en Europe et en Asie depuis plus de 2000 ans, contient un composé appelé apigénine. L'apigénine se lie aux récepteurs des benzodiazépines dans le cerveau. Ce sont les mêmes récepteurs que ceux ciblés par les anxiolytiques pharmaceutiques, comme le Valium. La camomille agit par un mécanisme neurologique réel et documenté. Les essais cliniques l'ont confirmé. Un essai contrôlé, randomisé, publié dans une revue à comité de lecture, a révélé que l'extrait de camomille produisait des réductions significatives des symptômes du trouble anxieux généralisé par rapport à un placebo. Une autre étude a révélé que l'utilisation de camomille à long terme réduisait le taux de rechute de l'anxiété. Ce ne sont pas des découvertes mineures. Pour le sommeil, il a été démontré que la camomille améliore la qualité du sommeil et réduit le temps nécessaire pour s'endormir, en particulier chez les populations âgées et les nouvelles mères. Deux groupes où les troubles du sommeil sont particulièrement fréquents et où les somnifères pharmaceutiques comportent des risques importants. Les propriétés anti-inflammatoires de la camomille sont également bien établies. Les usages traditionnels pour les maux d'estomac, les symptômes de l'intestin irritable et les affections cutanées inflammatoires sont tous étayés par la recherche. L'infusion de camomille appliquée localement est utilisée pour la cicatrisation des plaies et l'eczéma depuis des siècles. La camomille s'est tellement normalisée en tant que boisson pour le coucher que les gens ont oublié qu'elle était un médicament. Mais la chimie a toujours été là. 2000 ans de guérisseurs se tournant vers ces petites fleurs blanches n'avaient pas tort. Ils travaillaient avec un véritable outil pharmacologique que nous comprenons maintenant bien mieux qu'eux, et il fonctionne toujours exactement comme il l'a toujours fait. La menthe poivrée est l'une de ces plantes où l'écart entre la désinvolture avec laquelle les gens la traitent et le sérieux avec lequel la recherche la considère est presque amusant. Elle est dans votre dentifrice, votre chewing-gum et le bol de bonbons à la caisse du restaurant. Elle fait également l'objet de recherches cliniques solides pour le soulagement de la douleur, les troubles digestifs et la congestion respiratoire. Mentha piperita contient du menthol comme principal composé actif, et le menthol possède une chimie véritablement remarquable. Il active les récepteurs sensibles au froid dans la peau et les muqueuses, créant une sensation de fraîcheur qui a de réels effets analgésiques. Mais les applications vont bien au-delà d'un refroidissement de surface. Pour les céphalées de tension, de multiples essais cliniques ont montré que l'huile de menthe poivrée appliquée sur le front et les tempes produit un soulagement de la douleur équivalent à celui du paracétamol. Le même mécanisme actif de refroidissement et d'analgésie qui la rend rafraîchissante produit un soulagement mesurable des maux de tête dans des essais contrôlés. Ce résultat surprend systématiquement les personnes qui ne s'attendaient pas à ce qu'une plante soit aussi performante qu'un analgésique pharmaceutique. Pour le syndrome de l'intestin irritable, les capsules d'huile de menthe poivrée à enrobage entérique sont désormais largement reconnues comme l'un des traitements les plus efficaces disponibles. Soutenu par de multiples méta-analyses, le menthol détend les muscles lisses de l'intestin, réduisant les crampes et les spasmes qui sont à l'origine des symptômes du SAI. Plusieurs directives de gastro-entérologie incluent désormais l'huile de menthe poivrée comme traitement de première intention recommandé. Pour la congestion, le menthol est un décongestionnant cliniquement validé
qui ouvre les voies respiratoires en stimulant les récepteurs du froid et en réduisant la sensation de résistance nasale. Les usages traditionnels pour ces trois applications, maux de tête, maux d'estomac et congestion thoracique, remontent à des milliers d'années. La chimie explique chacune d'entre elles. La menthe poivrée qui se trouve dans votre jardin ou votre tiroir à épices gère au moins trois fonctions médicales distinctes simultanément. La plupart des médicaments pharmaceutiques ne peuvent pas en dire autant. Avant les vaccins contre la grippe et les prescriptions d'antiviraux, il y avait le sirop de sureau. En garder un pot dans le garde-manger pendant l'hiver était aussi courant que de garder du bois de chauffage empilé près de la porte. Les baies violets foncées du sureau, Sambucus nigra, étaient utilisées dans toute l'Europe comme première réponse au rhume et à la grippe depuis aussi longtemps que les archives existent. Hippocrate aurait appelé le sureau son armoire à pharmacie entière. Puis les produits pharmaceutiques synthétiques sont arrivés et le sureau a été discrètement mis au placard comme étant démodé. Voici ce que montre réellement la recherche clinique. De multiples essais contrôlés randomisés ont confirmé que l'extrait de sureau réduit considérablement la durée et la gravité de la grippe. Une étude largement citée a révélé que les patients grippés prenant de l'extrait de sureau guérissaient en moyenne 4 jours plus tôt que ceux sous placebo. Une autre méta-analyse, regroupant les résultats de plusieurs études, a confirmé des réductions significatives de la durée et de la gravité des symptômes. Une grippe raccourcie de 4 jours n'est pas une amélioration marginale. C'est un résultat clinique substantiel. Les baies regorgent d'anthocyanes et d'autres flavonoïdes aux propriétés antivirales. Elles semblent agir en interférant avec la capacité d'un virus à se répliquer et en activant simultanément les défenses immunitaires. Cette double action, bloquer le virus et soutenir la réponse immunitaire en même temps, est la raison pour laquelle l'effet est si prononcé. Faire du sirop de sureau à la maison est simple. Faites mijoter des baies de sureau séchées avec de l'eau, du miel brut, du gingembre et de la cannelle jusqu'à réduction, puis filtrez et mettez en bouteille. Prenez-en une cuillère à soupe par jour tout l'hiver en prévention et plusieurs cuillères à soupe par jour dès les premiers signes de maladie. Le goût est riche, réconfortant et ne ressemble en rien à un médicament. Le sureau a été mis de côté non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que personne ne peut breveter une baie poussant dans une haie. Les preuves indiquent qu'il surpasse la plupart des produits qui l'ont remplacé. L'aloe vera trône sur les rebords de fenêtres et les comptoirs de cuisine des foyers du monde entier. C'est cette plante succulente épaisse, charnue et épineuse que la plupart des gens gardent pour les coups de soleil et oublient parfois d'arroser pendant 6 mois. C'est l'une des plantes les plus reconnaissables sur Terre et la plupart des gens sous-estiment considérablement ce qu'elle peut réellement faire. Aloe barbadensis est utilisée médicalement depuis au moins 6000 ans. Les archives de l'Égypte ancienne la décrivent comme la plante de l'immortalité. Les médecins grecs l'utilisaient pour les plaies et les troubles digestifs. Elle est apparue dans les traditions médicales de pratiquement toutes les cultures qui l'ont rencontrée, et pour cause. Le gel transparent à l'intérieur des feuilles contient plus de 75 composés actifs, notamment des polysaccharides, des glycoprotéines, des anthraquinones et des vitamines. Pour la cicatrisation des plaies et le traitement des brûlures, la recherche est particulièrement frappante. De multiples essais cliniques ont révélé que le gel d'aloe vera produit une guérison plus rapide des brûlures et des plaies post-chirurgicales par rapport aux traitements médicaux standards, y compris les pansements à base de pétrole. Une revue systématique de la littérature a conclu que l'aloe vera guérissait les brûlures du premier et du second degré de manière mesurable plus rapidement que les soins de plaies conventionnels. Les propriétés anti-inflammatoires du gel d'aloès sont également bien documentées, tout comme son utilisation pour apaiser le tractus gastro-intestinal. Des études ont montré des bénéfices pour le syndrome de l'intestin irritable, le reflux et les maladies inflammatoires de l'intestin lorsque le jus d'aloe vera est pris par voie interne. Les usages traditionnels pour les coups de soleil, les coupures, la peau sèche, les troubles digestifs et les aphthées sont tous étayés par la recherche moderne. L'aloe vera se trouve dans un pot dans des millions de foyers en ce moment même, traité comme une décoration. Mais ouvrez une feuille et appliquez le gel frais sur une brûlure ou une petite plaie, et vous disposez de l'un des médicaments topiques les plus cliniquement validés qui soient. Il soigne les gens depuis 6000 ans
et il ne s'est pas arrêté. Le curcuma est la racine jaune-orangé vif qui donne au curry sa couleur. Il est un pilier des médecines ayurvédiques et chinoises depuis des milliers d'années, et il est actuellement l'une des plantes les plus étudiées dans la recherche médicale moderne, avec des milliers d'articles publiés examinant son action et ses raisons. Curcuma longa contient un composé appelé curcumine, et la curcumine a démontré des effets anti-inflammatoires si importants que les sociétés pharmaceutiques ont dépensé des ressources énormes pour essayer d'en développer des versions synthétiques. La raison est simple, l'inflammation chronique est le moteur sous-jacent de la plupart des grandes maladies de la vie moderne, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer, le cancer et l'arthrite. Si vous pouvez réduire de manière fiable l'inflammation chronique, vous pouvez réduire de manière significative le risque et la progression de toutes ces maladies. Des études ont montré que la curcumine inhibe de multiples voies moléculaires impliquées dans l'inflammation. Des essais cliniques ont démontré des améliorations des symptômes de l'arthrite comparables aux médicaments anti-inflammatoires pharmaceutiques. La recherche a montré des effets protecteurs sur la santé du cerveau et des améliorations mesurables des marqueurs des maladies cardiovasculaires. Des études sur la curcumine et le déclin cognitif sont en cours et les résultats préliminaires sont suffisamment significatifs pour que de grandes institutions de recherche investissent massivement. La pratique ayurvédique traditionnelle du lait d'or, du curcuma chaud mélangé à du lait et du poivre noir, s'avère être pharmacologiquement sophistiquée. La pipérine du poivre noir multiplie la biodisponibilité de la curcumine par un facteur allant jusqu'à 2000%. Les gens ont compris cette combinaison des milliers d'années avant que quiconque ne comprenne pourquoi elle fonctionnait. Le curcuma se trouve dans les placards à épices et les recettes de curry depuis si longtemps que la plupart des Occidentaux n'ont jamais pensé qu'il s'agissait d'un médicament. Mais la recherche indique qu'il s'agit de l'un des outils anti-inflammatoires les plus puissants disponibles, de sources naturelles ou synthétiques. Echinacea est la rudbeckie pourpre qui fleurit dans les prairies, au bord des routes et dans les jardins d'Amérique du Nord. Elle est assez belle pour être cultivée uniquement pour son apparence. Mais sur le plan médical, c'est l'une des plantes les plus étudiées au monde, avec plus de 300 études cliniques publiées examinant ses effets. Les tribus des plaines d'Amérique du Nord utilisaient l'échinacée comme médicament principal. Elle était le centre de leur pharmacopée de guérison pour les infections, les plaies, les fièvres et le stress immunitaire. Lorsque les colons européens et les herboristes l'ont découverte, elle est devenue l'un des médicaments les plus prescrits dans l'Amérique du 19e siècle. Puis l'ère pharmaceutique est arrivée. L'échinacée a été rejetée comme une médecine populaire non scientifique et a passé la majeure partie du XXe siècle ignorée pendant que l'establishment médical misait tout sur les antibiotiques synthétiques. Les recherches qui ont suivi ont progressivement rétabli sa réputation. Des méta-analyses regroupant les résultats de multiples essais contrôlés, randomisés, ont confirmé que les préparations à base d'échinacée réduisent à la fois la probabilité de développer des infections des voies respiratoires supérieures, ainsi que la durée et la gravité de la maladie lorsque les infections surviennent. La plante module l'activité immunitaire, aidant le système immunitaire à monter une réponse plus rapide et plus efficace contre les agents pathogènes. Les composés actifs comprennent des alkylamides et des polysaccharides qui interagissent directement avec les cellules immunitaires. Une préparation d'échinacée de qualité produira une sensation de picotement caractéristique sur votre langue due aux alkylamides. Si vous prenez un produit à base d'échinacée et que vous ne ressentez rien, le produit est probablement dégradé ou mal fabriqué. Prenez-en dès le tout premier signe de maladie, le premier mal de gorge ou la première lourdeur qui précède un rhume. Prise tôt et de manière constante pendant une maladie, elle raccourcit la convalescence pour la plupart des personnes qui l'utilisent. Les teintures préservent particulièrement bien les alkylamides, bien que l'infusion de la plante séchée fonctionne également. 300 études et des milliers d'années d'utilisation par les autochtones prouvent qu'elle continue de faire exactement ce qu'elle a toujours fait. Le gingembre est utilisé comme médicament depuis plus de 5000 ans. Il apparaît dans les textes médicaux de la Chine ancienne, dans la tradition ayurvédique, dans les écrits médicaux grecs et dans l'herboristerie européenne médiévale. C'est l'une des plantes médicinales les plus systématiquement utilisées dans l'histoire de l'humanité,
à travers plus de cultures distinctes que presque n'importe quelle autre plante de cette liste, et la recherche pharmacologique moderne l'a totalement validé. Zingiber officinal contient des gingérols et des chogaols, des composés ayant des effets antinauséeux, anti-inflammatoires et analgésiques documentés. Pour les nausées spécifiquement, les preuves cliniques sont remarquables. De multiples essais contrôlés, randomisés, ont révélé que le gingembre est aussi efficace que les médicaments antinauséeux pharmaceutiques pour les nausées induites par la chimiothérapie, les nausées post-chirurgicales et les nausées matinales liées à la grossesse. Dans certaines études, le gingembre a obtenu de meilleurs résultats que l'option pharmaceutique avec moins d'effets secondaires. Pour la douleur et l'inflammation, la recherche a montré que l'extrait de gingembre produit des améliorations significatives des douleurs liées à l'arthrose et des courbatures musculaires après l'effort. Les composés anti-inflammatoires du gingembre agissent par certaines des mêmes voies que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui explique pourquoi les effets sur la douleur sont mesurables et constants. Pour la digestion, le gingembre accélère la vidange gastrique, ce qui signifie qu'il aide les aliments à circuler plus efficacement dans l'estomac. C'est le mécanisme qui sous-tend son utilisation traditionnelle pour l'indigestion, les ballonnements et les nausées. Les usages traditionnels à travers 5000 ans de pratiques médicales dans le monde entier pointent vers les mêmes fonctions que la recherche clinique moderne confirme aujourd'hui, étude après étude. Une infusion de gingembre frais est aussi simple que de faire mijoter des tranches de racines fraîches dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. On en trouve dans toutes les épiceries de la planète. Il trône sur les comptoirs des cuisines, dans les placards à épices et dans les tasses de thé depuis des millénaires, et il surpasse les médicaments pharmaceutiques contre les nausées dans les essais cliniques. La plante qui a décroché la première place ne l'a pas fait par son obscurité ou sa chimie exotique, mais grâce aux preuves massives, écrasantes et indéniables, accumulées sur des milliers d'années et à travers des centaines d'études scientifiques modernes. L'ail, Allium sativum, est ce bulbe blanc piquant qui se trouve dans un bol sur le comptoir de votre cuisine en ce moment même. Celui que vous utilisez pour les pâtes, les sautés et les légumes rôtis sans y réfléchir à deux fois. L'ingrédient culinaire le plus utilisé sur la planète est également l'une des plantes médicinales les plus étudiées de l'histoire de l'humanité. Ce que montre la recherche est stupéfiant. Hippocrate prescrivait l'ail pour un large éventail d'affections. Les textes médicaux de l'Égypte ancienne documentent de son utilisation. Les athlètes grecs de l'Antiquité en mangeaient avant les compétitions et les soldats romains en consommaient pour la force et la résistance aux infections. Les médecines chinoises et ayurvédiques l'utilisent depuis des milliers d'années pour les infections respiratoires, les problèmes digestifs et la santé cardiovasculaire. Chaque grande tradition médicale ancienne sur Terre, sans aucun lien les unes avec les autres, est arrivée indépendamment à la conclusion que l'ail était un médicament de premier plan. Le composé actif responsable de la plupart des effets médicinaux de l'ail est l'allicine, produite lorsqu'une gousse d'ail est écrasée ou hachée et qu'une réaction enzymatique est déclenchée. L'allicine et ses composés de décomposition ont une activité antimicrobienne documentée contre un éventail remarquable d'agents pathogènes, notamment les bactéries, les virus et les champignons. Des études ont montré une activité contre des souches résistantes aux antibiotiques, y compris le SARM. C'est le genre de profil antimicrobien que la médecine moderne prend au sérieux. Pour la santé cardiovasculaire, les preuves cliniques sont substantielles. Des méta-analyses ont confirmé que la supplémentation en ail produit des réductions significatives de la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension. Des études ont montré des réductions du cholestérol LDL et des améliorations de la rigidité artérielle et de la fonction des vaisseaux sanguins. Les bénéfices cardiovasculaires sont constants à travers des dizaines d'essais. Pour le soutien immunitaire et la prévention des infections, un essai contrôlé randomisé historique a révélé que les personnes prenant quotidiennement un supplément d'ail avaient beaucoup moins de rhume pendant les mois d'hiver et guérissaient plus vite lorsqu'elles tombaient malades par rapport au groupe placebo. Pour la prévention du cancer, des études de population ont systématiquement révélé qu'une consommation alimentaire élevée d'ail est associée à des taux réduits de certains cancers, en particulier les cancers gastro-intestinaux. L'ail cru écrasé offre la teneur la plus élevée en allicine. Le laisser reposer pendant 10 minutes après l'avoir écrasé
et avant de le cuire, préserve davantage de composés actifs. L'ail soigne les gens depuis 5000 ans. Il est dans chaque cuisine et chaque épicerie de la planète. Il ne coûte presque rien et il s'appuie sur un corpus de recherche que la plupart des médicaments pharmaceutiques ne peuvent égaler. Les médicaments les plus puissants ne sont pas toujours les plus chers ou les plus compliqués. Parfois, ils se trouvent sur le comptoir de votre cuisine, attendant que vous vous souveniez de ce qu'ils ont toujours été. Si cette exploration du pouvoir de guérison au sein de votre foyer a changé votre regard sur les plantes de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à la découverte de l'histoire et de la sagesse naturelle qui ont été trop longtemps négligées. Aidez-nous à semer les graines d'un avenir plus sain. Notre prochaine plongée au cœur des trésors cachés de la nature s'ouvrira bientôt.